En attendant que toutes les armes qui ont été votées par les Américains arrivent sur le sol ukrainien, en attendant que les Européens en livrent davantage, seule condition pour que l'Ukraine gagne, a dit hier d'ailleurs le patron de l'OTAN, on y reviendra sans doute. Et bien en attendant cela, il y a quand même un constat qui nous a frappé, c'est qu'on laisse les oligarques pro-Poutine jouir de leurs biens en France. Aussi étonnant que cela puisse paraître, de nombreux hommes d'affaires russes sous sanctions sont toujours propriétaires de leurs biens et continuent d'en jouir dans certains cas. C'est le résultat d'une enquête d'Insider qu'on va découvrir grâce à vous, Jade Partouche. Vous nous rejoignez autour de la table, Pierre Aski. Bonjour, rebonjour Pierre, Rebonjour. Vous êtes là avec nous depuis 9h. Bonjour Annie de Banton, journaliste spécialiste de l'Ukraine et de la Russie, notamment correspondante à Moscou. Richard Verly, correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Bonjour Richard, Elisabeth. quel était votre dernier papier d'ailleurs ? Sur Emmanuel Macron et sur l'Europe qui en 2030 doit rattraper les États-Unis et la Chine. 2030, c'est quand même demain, oui. Ça va pas être simple. On parlera de l'Europe tout à l'heure, la défense, notamment le bouclier antimissile, et le général Perruche nous dira d'ailleurs tout ce qu'on doit en penser. Merci d'être avec nous. Vous nous direz aussi comment vous avez apprécié ou pas les propos du président sur la puissance militaire européenne. Et nous sommes avec Régis Janté, correspondant RFI dans l'ancien espace soviétique. Vous travaillez depuis longtemps sur ces enjeux effectivement de confiscation de biens, de sanctions des oligarques. Jade Partouche, que nous révèle cette enquête ? En fait, cette enquête révèle une chose, c'est que malgré les sanctions, vous avez encore aujourd'hui en France des oligarques russes qui continuent de profiter de leurs biens et qui continuent de dépenser de l'argent en France, et principalement dans le sud de la France. Quand on regarde le score qu'a fait Vladimir Poutine dans les bureaux de vote ouverts en France pour les expatriés russes, on comprend que ses proches soutiens sont là et sont bien là. Un exemple, Villefranche-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, 50% des voix pour Poutine. La liste des oligarques concernés, vous allez la voir sous les yeux. Alors, on ne va pas tous les détailler, bien sûr, mais on va prendre quelques exemples. Viktor Evtushenkov, c'est l'un des hommes les plus riches de Russie. C'est l'un des proches du premier cercle de Vladimir Poutine. Fortune estimée 2,2 milliards de dollars. Il est sous le coup de sanctions européennes, mais c'est aussi un amoureux de la Côte d'Azur. A priori, ça ne va pas ensemble. Sauf que si, pour lui, il a acheté pas moins de 3 villas à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc c'est près de Nice, valeur totale 30 millions d'euros, par l'intermédiaire de plusieurs sociétés. Vous voyez un exemple de villa ici. Pour se protéger de toute sanction, il a en fait transféré ses parts de ces sociétés-là à sa femme et à sa fille en 2022, qui en plus ont pour sa femme un passeport luxembourgeois et pour sa fille un passeport britannique. Elles ne sont sous le coup d'aucune sanction internationale et donc peuvent bien évidemment jouir de ces biens. Souleiman Kerimov, sénateur, membre du Conseil de la Fédération de Russie Unie, c'est le parti de Vladimir Poutine, qui lui est encore une fois sous le coup de sanctions européennes, mais ça ne l'a pas empêché d'acquérir 4 villas au Cap d'Antibes. Comment ? En les mettant au nom de sa fille, Gulnara Kerimova, 34 ans. Alors elle est sous le coup de sanctions américaines et britanniques, mais pas européennes. C'est la raison pour laquelle elle continue à vivre et à jouir de ce bien. Les frères Rothenberg, alors eux, c'est un cas de figure très particulier. Arkady Rothenberg à gauche, Boris à droite, ce sont tous les deux des amis d'enfance de Vladimir Poutine, donc parmi les oligarques les plus proches du président russe. Ils sont tous deux visés par des sanctions européennes et sont pourtant à la tête d'un empire immobilier dans les Alpes-Maritimes dont ils continuent de profiter selon cette enquête. Exemple avec cette maison, vous allez le voir, on est encore une fois à Villefranche-sur-Mer, tout près de Nice. Valeur estimée 4,2 millions d'euros. Alors comment ce genre de bien échappe à la saisie des autorités françaises ? Eh bien parce que typiquement, cette maison est au nom d'une femme. Vous allez la voir, Maria Borodunova, et de ses 2 enfants. Tous les 3 sont propriétaires en France d'une société, Dana, société qui détient la villa que je viens de vous montrer. Sauf qu'en l'occurrence, eh bien, cette femme que vous voyez là n'est autre que la maîtresse d'Arkady Rothenberg. C'est cette enquête qui a révélé son nom pour la première fois en 2022. Et c'est à elle qu'Arkady aurait transféré des actifs pour que son nom n'apparaisse nulle part et qu'il puisse échapper aux sanctions. Des exemples comme ça, il y en a énormément. Je peux vous citer Roman Abramovich, pareil, multimilliardaire. Il possède un domaine à Saint-Tropez. Il utilise le nom de ses 4 enfants justement pour pouvoir continuer à en profiter. En fait, ils se sont tous entourés juste après la guerre d'avocats qui avaient pour une seule mission, c'était de contourner justement toutes ces sanctions, enfin en tout cas de trouver des subterfuges, des montages pour pouvoir permettre à leurs clients d'échapper aux sanctions. Alors on a souvent parlé, merci Jade, on a souvent parlé du contournement des sanctions économiques, on a dit que
c'était pas possible que ce soit absolument étanche. Mais quand même, avec votre inventaire, Jade, s'apercevoir que des hommes d'affaires peuvent toujours, russes sous sanction, peuvent toujours faire profiter leur famille de biens en France, c'est quand même, ça relève de la schizophrénie ou de l'impuissance caractérisée. Qu'en pensez-vous, Richard ? Alors, je ne trouve pas ça si choquant. Parce que c'est l'état de droit. L'état de droit, il fait que vous n'associez pas une fille majeure à son père, vous n'associez pas nécessairement une épouse si le contrat est un contrat de séparation de biens. Ce que je vais dire peut paraître choquant parce que ça concerne des oligarques russes, mais c'est la loi. Elle est comme ça. Et par ailleurs, ce qu'on vient de nous montrer, c'est très choquant du point de vue moral parce qu'ils jouissent de propriétés énormes avec des piscines et dans des endroits absolument féeriques. Mais au fond, c'est pas très grave parce que les propriétés, elles vont pas déménager de la France. Elles seront toujours là. Et donc, il y a toujours moyen, si l'on veut, à un moment donné, de faire mainmise sur ces avoirs si d'aventure demain, dans un autre train de sanctions, ses proches étaient ciblés. Donc, oui, ça fait bizarre quand on voit ça, mais sur le fond, ça n'est pas très grave. Mais il n'y a pas que la morale. Alors vous me direz que le droit supplante l'efficacité, mais l'idée c'était d'affaiblir quand même le dispositif russe autour de Poutine pour le contraindre et le sanctionner, compte tenu de ce qu'il a fait. Régis Jantet, vous êtes sur cette ligne-là pour vous dire, bon, dans le fond, docteur, c'est pas très grave. En tout cas, là où je rejoins Richard Verly, c'est qu'effectivement, c'est aussi le résultat de l'état de droit et il ne faut pas s'en plaindre. C'est bien pour ça que nous nous battons tous pour avoir une société où nos droits sont défendus. Et en droit français, par exemple, il est difficile de faire payer une fille ou des enfants pour ce que font leurs parents. Même si là, on voit clairement de quoi il est question et que ce sont simplement des petits trucs, si j'ose dire, juridiques pour pouvoir continuer à jouir de son bien. Au passage, ça nous dit quand même des choses très intéressantes. Pour les Ukrainiens, juste cette image des enfants d'oligarques qui continuent de se repaître de nos styles de vie alors que la doctrine au Kremlin, c'est de cracher dessus toute la journée. Effectivement, là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Bien sûr, et c'est ce que je voulais souligner. C'est d'ailleurs, on s'aperçoit combien ces gens qui passent leur journée et qui font toute une politique brutale pour critiquant l'Occident, etc., en fait, passent leur temps en Europe et la liste est extrêmement, extrêmement longue, y compris des gens qui viennent sur les antennes de télévision française parfois et dont on apprend ensuite que leurs enfants étudient aux États-Unis ou en Suisse, quoi. Mais ce qui caractérise quand même ces sanctions, et c'est nouveau, mais c'est encore timide, effectivement, c'est que pour la première fois, dès mars 2022, des enfants ou des gens qui sont liés, apparentés à des puissants russes sanctionnés, eux, ont aussi été sanctionnés. Donc je crois qu'il y a quand même eu un changement, mais effectivement trop timide. Et là, on voit bien combien les tours de passe-passe sont grossiers en réalité. Annie de Banton. Oui, c'est très choquant. On ne peut pas dire autre chose. Maintenant, c'est vrai que cet équilibre entre l'état de droit et l'état moral, c'est très compliqué à établir. Moi, je voudrais dire aussi une chose, c'est que l'industrie militaire, ça génère beaucoup d'argent. Et que ce que l'on voit, ça ne va que s'amplifier. Parce que maintenant, on assiste en Russie à une recrudescence de nouveaux riches, qui sont les riches de l'ancien VPK, de l'ancienne consortium industriel militaire russe. Une nouvelle génération d'oligarques là qui est en train d'émerger. Il y a une nouvelle génération, bien sûr, qui, elle, bénéficie de l'engagement militaire de la Russie et qui en bénéficie, bien sûr, pour s'enrichir et qui va de nouveau se servir d'intermédiaires XY pour investir dans les lieux où c'est plus agréable à vivre que dans la Russie centrale. On est tous d'accord là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter une maison en France. D'ailleurs, c'est une question. Est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'un oligarque russe, par des intermédiaires, pourrait se payer une super villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat, par exemple, alors que c'est un soutien de Poutine? La question est moins politique, parce que ce n'est pas le soutien à Poutine qui peut être une cause de refus, c'est l'origine de l'argent.
Et je pense que là, c'est sans doute le terrain le plus faible pour ces oligarques, c'est d'où vient l'argent. Est-ce qu'il est le fruit d'un travail légal, d'un dur labeur en Russie, ou est-ce qu'il est le fruit de compromissions politiques et de sous de table, etc. Et c'est peut-être là, et il faut espérer que c'est le cas, qu'il y ait des gens à Bercy aujourd'hui qui travaillent là-dessus et qui essayent de comprendre d'où vient l'argent de toutes les propriétés qu'on a vues tout à l'heure. Parce que la question n'est pas effectivement, et là je rejoins tout ce qui a été dit sur l'état de droit, il faut se féliciter qu'on ait des règles de droit et qu'elles soient respectées. De sa famille, c'est ça. Voilà. Mais si les enfants d'un oligarque jouissent d'un argent sale, il n'y a aucune raison qu'ils soient protégés. C'est pour ça que je pose la question. De ce point de vue-là, mais il faut apporter la preuve. Et c'est pas facile de faire ça. La deuxième chose, c'est que tout ça est peu de choses à côté de l'enjeu qui est discuté en ce moment au niveau européen, qui est l'utilisation des avoirs russes bloqués et l'utilisation de cet argent pour à la fois l'armement de l'Ukraine et la reconstruction de toutes les destructions. Donc une sorte d'avance sur les réparations de guerre qui pourraient venir un jour. Ça constitue des milliards. Et là, on est dans des proportions qui sont autrement plus considérables. Régis Janté, vous vouliez dire un mot sur cette possibilité que la nouvelle génération d'oligarques achète des villas en France ? De manière plus générale, je voulais rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus. D'abord, par rapport à ce que disait Annie de Banton, et je voulais continuer en fait dans cette direction. Elle a raison, parce que il y a 2 jours ou 3 jours a été arrêté le vice-ministre de la Défense russe, qui est immensément riche, mais vraiment immensément, et qui passait d'ailleurs ses vacances à Saint-Tropez. Je voyais encore hier des photos de lui et de son épouse dans une Bentley sur la côte d'Azur. Donc là, on voit effectivement. Il était déjà riche avant la guerre, mais il était encore plus riche pendant la guerre, avec notamment une fortune amassée par la reconstruction de Mariupol. Donc là, et son épouse, par exemple, avait été surprise par des journalistes russes après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, quelque part en 2022, faisant du shopping à Paris et dans des grands hôtels parisiens. Donc effectivement, ça pose un problème, et cet argent de la corruption dans l'armée se répand partout. Régis, vous m'entendez ? Juste sur ce point, à votre avis, il est tombé pourquoi, lui ? Je pense que c'est comme toujours, c'est pas pour des questions d'argent, parce qu'il y avait ce qui était en jeu, c'était 1 million de roubles. C'est dérisoire à l'échelle de la Russie. C'est une histoire compliquée. En gros, c'est une des conséquences de l'affaire Prigojine, pour dire les choses comme ça, puisque Ivanov est un proche du ministère Shoigu, et on a des informations comme quoi les gens qui l'ont fait tomber sont plutôt dans ceux qui voulaient faire tomber Shoigu. C'est une histoire compliquée, mais qui montre la profondeur de cette histoire. Ça se mange froid, parfois, la vengeance. Prigojine, c'était fin juin de l'année dernière. Général Perruche, sur ce dossier sur les oligarques. Écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Je pense que c'est très dérangeant, effectivement, sur un plan moral, de voir des gens qui ont acquis des fortunes colossales de façon plus que trouble, profiter de ça au vu et au su de tout le monde dans un pays démocratique. Et puis, si on a condamné, sanctionné ces gens-là, c'est parce que leur argent servait aussi les desseins du Kremlin, de Poutine en Ukraine. Donc là, on a un problème effectivement politique à gérer. On connaît bien la limite du droit en démocratie, ce qui a été rappelé tout à l'heure. Le droit dans les démocraties protège les individus, et je dirais qu'il protège par là même indirectement les individus qui ne se comportent pas forcément très bien. Alors il y a des biens qui sont gelés, il y a des biens qui sont saisis, il y a une gradation dans les sanctions. Pour information, si vous allez sur le site du ministère... sur le Trésor, du ministère du Trésor, l'administration du Trésor, vous avez la liste. Je ne sais pas si vous l'aviez consultée déjà, Richard. Oui, alors... tiens, la liste, on voit le nom et le type de bien saisi. Et c'est fini derrière.